Merci. Alors, donner un coup de téléphone au passé, le déranger qui oserait le faire, c'est le titre de mon intervention, qui est une citation de Conversation à IH, dont on a beaucoup parlé, et aussi aujourd'hui Alain a évoqué un pan. J'étais un peu tendue, je me disais, est-ce qu'il va prendre mes citations? Mais heureusement, je pense que ça ne va pas se recouper. Et j'ai une petite anecdote quand même, parce que on a relevé, et notamment Alain, les chiens qui aboyaient et le langage des chiens que Pierre comprenait. Et je pense qu'au Japon, j'avais l'impression qu'il comprenait le japonais. Donc ce n'était pas seulement les chiens, mais il arrivait par son intention à comprendre le japonais, ce qui était quand même un exploit. Alors, le titre de mon intervention, cette phrase, intervient un peu avant le milieu du livre, lorsque Pierre visite la synagogue de Yash et s'entretient avec le docteur Sani. Il faut se souvenir que ce voyage a été motivé pour une part par la lecture de Caput, qui a marqué l'adolescence de Pierre. Et Pierre consacre beaucoup de pages dans ce livre au chapitre donc, de Caput où Malaparte relate le pogrom de Yash. Puis Pierre compare ce texte de Caput donc, à l'article que le même Malaparte a envoyé au Corriere della Sera en tant que correspondant de guerre immédiatement après les fêtes. Caput est sorti en 1944. 3 années séparent donc la parution des deux textes, et Pierre tente de suivre la maturation qui a lieu dans l'atelier mental de l'écrivain pendant ce laps de temps. Je cite « ce à quoi on ne peut pas assister, son travail d'écrivain, l'atelier mental de l'écrivain ». On voit là tout l'art de Pierre qui consiste à tenter d'imaginer l'intimité de l'écrivain, là où personne ne peut réellement accéder, au cœur de l'individu qui complote, figure séminale du cheminement de Pierre que l'on retrouve dans son livre « Le premier venu » dont on a parlé hier, comme dans ses derniers écrits, par exemple, je cite un peu au hasard, dans le texte « Mon ami Emmanuel », où il tente d'évoquer, tout en respectant le secret, l'atelier mental et solitaire de son ami Emmanuel Carrère. Découvrir et préserver à la fois le secret de chaque individu, telle semble être la constante du travail de Pierre, du début jusqu'à la fin, sauf peut-être donc dans son premier écrit, Autobiographie de mon père, qui, en s'appropriant la voix de son père, c'est-à-dire une part de son secret, a permis très significativement à Pierre de devenir écrivain. Revenons à Yash. Soisic, qui accompagne Pierre dans ce voyage, demande au docteur Sani l'emplacement de la maison où habitait Malaparte, là où une délégation de Juifs, avertis du danger imminent d'un pogrom, serait venue solliciter le correspondant de guerre qu'était Malaparte pour intercéder auprès du général nazi von Schaubert. Non seulement le docteur informe alors Soisic et Pierre que Malaparte habitait une maison près de leur logement, mais il les renseigne également sur l'identité du juif qui louait cette maison au journaliste italien, M. Theodor Blumenfeld. Le docteur Sani confirme que Malaparte, qui avait été prévenu de l'imminence du pogrom, avertit M. Blumenfeld, son propriétaire, qui a pu ainsi fuir à temps. Or, il se trouve que M. Blumenfeld est encore vivant et réside à présent à Bucarest. Le docteur Sani donne à Pierre et Soisic l'adresse et le numéro de téléphone de celui-ci. C'est à ce moment-là qu'intervient la phrase qui m'intéresse. Pierre explique tout d'abord que, je cite, « de passage trop rapidement à Bucarest, nous n'avons pas donné ce coup de téléphone ». Il donne pourtant immédiatement une autre explication que ce manque de temps. Et, je cite, « toujours difficile de téléphoner à un étranger. Il y faudrait un culot de journaliste. Ça aurait été comme donner un coup de téléphone au passé, le déranger qui oserait le faire. » Puis il enchaîne sur un début de conversation téléphonique imaginaire à M. Blumenfeld pour conclure aussitôt, je cite, « Imaginer cette conversation est aussi difficile que d'écrire un roman ou un récit. » Et ça me rappelle aussi les romans auxquels a renoncé Pierre, dont tout à l'heure quelqu'un a évoqué l'aspect de son œuvre. Ce détail me touche beaucoup et continue de me travailler. Il me semble qu'il caractérise la pensée de Pierre,
Dit de façon sommaire, Pierre serait toujours à un certain point de son enquête. Une pudeur, un sens éthique profond l'arrête dans son travail d'éclaircissement pour laisser subsister le secret des êtres, de l'être tel qu'il est. Et ce mystère, cette part d'ombre, permet à l'être, aux êtres, de continuer à être au-delà de la mort. Ne pas déranger le passé, c'est respecter les morts, car c'est ainsi que nous continuons à être sollicités, à être travaillés par ce secret. Approcher M. Blumenfeld représentait pourtant un raccourci formidable pour parfaire son enquête sur Malaparte et sur le programme de Yasch, pour plonger dans cette quête, dans cette recherche de reconstituer le passé à travers le regard de Malaparte. Mais au lieu de prendre contact avec cette personne qui a réellement été en contact avec Malaparte, Pierre préfère ne pas déranger le passé et laisser le secret du travail de l'écrivain subsister. Laisser être, faire place à, c'est aussi laisser vivre le passé, ne pas l'épingler, ne pas le placer dans une vitrine de musée. Imaginer le secret de chaque individu, en tracer les contours sans tenter de forcer la porte. Cette attitude me semble être au cœur de la sensibilité de Pierre et c'est un aspect un peu, pour moi, asiatique de Pierre. La formule « donner un coup de téléphone au passé, le déranger, qui oserait le faire » me semble caractéristique de Pierre, tout d'abord, bien sûr, par la drôlerie du téléphoner au passé. Puis aussi cet abandon, cette non-poursuite dans ce livre qui est pourtant une réelle enquête du passé, de la réalité du passé et de sa transmission, de sa survie dans le présent. Une survie que Pierre ne veut pas éternelle, pourtant, comme le prouve l'apaisement qu'il ressent au cimetière juif devant l'effacement des inscriptions funéraires sur la pierre. Pierre visite le cimetière juif de Yasch avec Swazik, un médecin, et sa belle-fille, une jeune Roumaine qui avoue à Swazik qu'elle n'aime pas les cimetières. Pierre a, je cite, « envie de lui faire partager mon calme. Je lui dirai, mais j'ai la sagesse de ne rien lui dire, de ne pas lui imposer mes pauvres idées, que j'ai plaisir à penser que des vies aboutissent à ces pierres, à ces inscriptions qui attendent en haut de la colline que la pluie du ciel efface. » Nous assistons là aussi à un silence, un désistement face à cette jeune femme, une pensée secrète qu'il va garder jusqu'à ce qu'il nous la livre à travers ses pages. Et l'on se dit que si ça avait été des paroles rapportées, s'il avait imposé justement ses pauvres idées, comme il le dit, sur place à la jeune fille, la charge émotionnelle de la pensée en aurait été diminuée dans son expression finale, c'est-à-dire dans le texte que nous lisons. Le fait qu'il l'ait gardé, qu'il ne l'ait pas livré au hasard de l'occasion, la diminuant dans une possible confrontation prévisible, nous la rend d'autant plus précieuse. Ne pas déranger le passé en téléphonant à M. Blumenfeld participe également d'une telle stratégie, car l'usage du secret ou le respect de l'autre est aussi une ruse, une stratégie ou une profonde sagesse, si l'on veut. Il permet l'introspection et la réflexion, la préservation d'un champ imaginaire et intime. Bref, il ouvre l'espace de la littérature, du moins d'une certaine littérature. Dans ce livre, à de nombreux endroits, Pierre se tait, se désiste de son enquête pour ne pas déranger. Et quand on connaît l'acharnement avec lequel Pierre poursuivait ses recherches intellectuelles, on comprend l'importance de ces désistements. Pour illustrer l'acharnement dont était capable Pierre dans ses questionnements, je citerai par exemple la ténacité mentale incroyable de Pierre, dont je suis quotidiennement le témoin en traduisant Devant ma mère, et qui a été décrite d'ailleurs par Patrick. Comment il tente de comprendre, de répondre à cette question qui n'a pas de réponse, mais que l'auteur s'acharne à maintenir ouverte devant lui, celle de savoir pourquoi il va voir sa mère qui ne le reconnaît plus, qui n'arrive plus à entretenir une relation comme celle à laquelle nous sommes habitués. Dans Conversation à Yasch également, il est clairement annoncé que le programme sera de comprendre, comme l'a évoqué tout à l'heure, un acharnement dont la nature faustienne n'échappe certainement pas à l'auteur, et surtout parce que sa quête, son désir de comprendre, concerne ici le passé de Yasch, un passé incommode pour ceux qui y vivent le présent. Mais l'appréhension, la délicatesse de l'approche de Pierre est beaucoup plus feuilletée.
Il ne craint pas seulement de déranger le présent, en pivotant par exemple son regard vers cette jeune Roumaine qui tente désespérément de joindre les deux bouts dans ce pays qui se relève à peine de la dictature et qui n'a pas le loisir de s'intéresser aux événements qui ont eu lieu dans cette même ville en 1941. Il ne craint pas donc seulement de déranger le présent, mais c'est aussi le passé qu'il veut préserver, ce passé qu'il est pourtant venu découvrir. Visiblement, enquêter sur le passé ne signifie pas extorquer au passé son secret, mais au contraire le laisser jaisir, comme les stèles funéraires. Téléphoner à M. Blumenfeld reviendrait à téléphoner au passé. Ce n'est pas seulement M. Blumenfeld encore vivant qu'il ne faut pas déranger, mais à travers lui, le passé. Autrement dit, l'acharnement de Pierre pour comprendre ne vise pas la restitution du passé dans le présent. L'œuvre de Pierre est claire tout en faisant la part d'ombre, tout en laissant reposer la vérité dans son écrin de passé. Il a la pudeur de ne pas intervenir dans le passé. Comprendre, pour Pierre, c'est par exemple, devant le massacre des enfants juifs par les nazis, je cite, « contraindre à faire place dans ma pensée à ces faits, au lieu de les reléguer dans un coin où ils seraient posés comme des icônes terribles, destinées à faire horreur, à paralyser, à interdire. » Je voudrais souligner cette expression que l'on retrouve souvent dans les écrits de Pierre en des points cruciaux, « faire place à ». Par exemple, il est dit dans le Grand Âge que même jeune, il nous arrive de faire place en soi à des objets extérieurs, à des objets nécessaires, un handicap physique, une malformation, une insuffisance ou une maladresse, une gourmandise, une passion qui prend trop de place. Faire place n'est pas seulement laisser exister, mais aussi laisser la place à. Quelque chose ne prend pas la place de quelque chose d'autre, car l'acte de faire place à est un acte mental où l'individu est irrémédiablement seul. Seul, il ne peut pas se mettre à la place d'eux. Mais dans sa pensée, Pierre fait place à. Autrement dit, Pierre ne se met pas à la place d'eux, mais accueille l'autre dans son espace mental et dialogue avec lui mentalement pour parfois se taire devant lui dans la réalité. Faire place à est le mouvement décisif de la pensée de Pierre. C'est un penseur qui, pour penser, pour comprendre, fait place à, sans se laisser aller à l'appropriation. Il faut une sensibilité, un sens de la justesse très affiné pour faire place à. Car faire place à, c'est rester soi, tout en cédant quelque chose, en se tenant un peu en retrait, pour laisser exister l'autre, une pensée qui n'était pas encore présente dans sa pensée, des faits qu'on a du mal à regarder de face, des objets ou extérieurs, ou par exemple une passion qui prend trop de place, ou une œuvre, comme il explique dans son habilitation à diriger des recherches. Je cite, « Et il ne s'agit pas de faire l'honneur à l'œuvre, de la hausser jusqu'à notre temps et à notre compréhension, ce qui serait, je suppose, une attitude d'appropriation, et qui sous-tend toute tentative de se mettre à la place d'eux. Mais au contraire, de lui faire crédit à l'œuvre donc, en supposant qu'elle précède la compréhension et l'appréciation du lecteur que nous sommes, de tenter de profiter de ce qu'elle a accompli pour y accéder et nous défaire de préjugés que sans elle, nous ne percevrions même pas. Ce qui signifierait le faire place à. En relisant les mails que j'ai échangés avec Pierre pendant ces dernières années, je suis frappée par la justesse de ces mots. Dans nos échanges, il a toujours eu les mots justes, en juste nombre, au moment juste. La justesse vise ici le destinataire. J'ai l'impression, en le relisant, qu'il disait justement ce dont j'avais besoin qu'il me dise, moi vivant de l'autre côté de la planète, dans une réalité combien différente de la sienne, issue d'une histoire si dissemblable de la sienne. Je me souviens, il disait par exemple, « À vous les Japonais, excuse-moi, mais vous êtes les derniers à comprendre le problème juif. » Ce qui est vrai, mais... Et c'est des mots comme ça qui m'apaisaient finalement, m'encourageaient et me faisaient être face à lui. C'est dire combien Pierre savait respecter la présence de l'autre dans sa réalité pour la comprendre dans la sienne, à travers la sienne,
Non pas se mettre à la place de l'autre, mais faire place à l'autre dans son espace mental. Il en résultait une relation très franche, où Pierre vous laissait être tel que vous êtes, sans vous attribuer une image préconçue. Pierre ne vous récupérait pas, ne se mettait pas à votre place. Il faisait place en lui à vous, il vous faisait une place dans sa pensée, sans se mettre à votre place, restant lui à sa place. Avec Pierre, je ne me suis jamais sentie japonaise ou étrangère, mais avant tout moi-même. Il m'a permis d'être moi-même en français. Et je connais vraiment de nombreux Japonais qui lui sont reconnaissants de les avoir délivrés de leur japonéité. Je sais que c'est un exploit, parce que je connais bien les Japonais. Et Pierre savait vraiment faire place aux individus. Merci.